Bonsoir à tous et merci de m'accueillir. Alors, en fait, j'interviens sur mon ancien métier. Donc, j'étais responsable du territoire intelligent de la ville de Marseille. Mission que j'ai transmise maintenant il y a quasiment 4 ans et je m'occupe maintenant de numérique responsable. Et donc, entre guillemets, les objectifs vertueux et éthiques ne sont pas forcément les mêmes, mais convergents. Donc à l'époque, quand je m'occupais de territoire intelligent, en 2019, s'est posé la question d'une stratégie autour de l'arrosage à la ville de Marseille. Cet arrosage, je vais vous montrer un petit contexte. Je vais passer rapidement sur la table des matières, de toute façon, vous aurez le support. Marseille, c'est grand. Les gens n'en ont pas forcément conscience. Le trait de côte, c'est 48 km pour vous donner un ordre d'idée. Il rentre 4 fois Paris dans la collectivité de Marseille. C'est 700 hectares de parcs sous des formes diverses. Derrière, quand on parle de parcs, ils ont des tailles extrêmement hétérogènes, des usages hétérogènes. On peut parler ensuite, de tout ce qui se trouve sur la voirie avec entre guillemets, des objectifs et des destinations qui sont très diverses et variées. Dans la plupart des cas, l'aménagement, la création et la maintenance de ces assets sont partiellement gérés par la collectivité de la ville de Marseille, une partie par la métropole, et lors de la création, la plupart du temps, c'est créé par un tiers, par une maîtrise d'œuvre qui est souvent un aménageur, et la collectivité n'a pas la main sur les choix technologiques qui sont opérés donc, sur ces assets. Et on va se retrouver au final, au fur et à mesure du temps, avec des solutions extrêmement hétérogènes. Pour ceux qui sont intéressés à la question de l'arrosage, il y a 3 majors. Il y a Hunter, Toro et Rainbird, ils se trouvent tous les 3 américains et californiens de surcroît, qui trustent complètement le marché professionnel de l'arrosage en Europe. Et on s'est retrouvé dans des solutions totalement enfermées, cadenassées, très verticales, totalement intégrées et avec peu d'espace justement pour les évolutions et les interopérabilités inter-solutions. Mais même dans une même marque, on avait des obsolescences sur des gammes qui ne nous permettaient pas d'avoir des continuités pour assurer une maintenance conforme de nos équipements. Donc, fort de ce constat-là, on s'est retrouvé avec un parc donc, à la fois hétérogène, en très mauvais état, à cause de cette diversité, cette complexité des marchés de maintenance. Et il fallait se poser la question de comment on remet tout à plat, comment on réfléchit pour pouvoir entre guillemets, avoir une approche très très différente de ce qui était proposé sur le marché à ce moment-là. Donc très vite, après avoir fait une année de sourcing autour de l'écosystème, de ce qui existait et entre guillemets, des promesses qui existaient au niveau des nouveaux acteurs entrants, on s'est rendu compte qu'on pouvait tout à fait dissocier toutes les briques technologiques et métiers qui font la composition de l'arrosage, donc que ce soit les électrovannes, les équipements techniques purement hydrauliques, les actionneurs, les transmetteurs de la donnée, le transport elle-même de la donnée qui est un autre volet, et ensuite la plateforme et l'hyperviseur qui permettaient de traiter tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait tout dissocier. Et ça a été une révélation, et quand on est revenu vers les acteurs, et donc ils nous ont tous regardé avec des yeux ronds, mais en fait, on cassait leur modèle avec une approche totalement agnostique. Et donc, ça a été notre fil rouge donc, dans l'expérimentation qui va suivre. On s'est positionné sur un parc un peu particulier, qui est le parc, qui est une partie du parc balnéaire du Prado. Pour ceux qui connaissent Marseille, ce sont les longues plages du centre-ville. Donc, c'est un parc qui fait à peu près 22 hectares. Et nous, on s'est positionné sur la partie la plus au sud qui s'appelle la Vieille Chapelle. Et on est sur un échantillon à peu près de 8 hectares de test avec 28 regards, qui est relativement représentatif, je dirais, d'un parc classique à la ville de Marseille. Alors pourquoi ce lieu-là en particulier? Alors, il répondait à plusieurs enjeux. Alors déjà, il était disponible à l'aménagement parce que ça nécessitait donc une reprise
paysagère au niveau du parc. Avec derrière, on savait qu'on pouvait un petit peu s'amuser parce qu'il y avait un projet entre guillemets de réorientation des usages du parc avec une programmation à venir dans les 5 à 10 ans. Donc on pouvait remodeler ces espaces-là. Le deuxième choix, c'était le côté aussi stress de ce parc-là. Il est en bord de mer, dans des conditions un peu climatiques complexes. C'était une bonne zone de test, je dirais, pour vérifier la durabilité des équipements qu'on allait tester. Et c'est aussi un parc emblématique à la ville de Marseille. Le parc balnéaire, c'est une zone très événementielle, très, une zone où on accueille des manifestations diverses et variées, culturelles, sportives, de tout type. Et donc, du coup, avec une fréquentation très importante et du coup, un stress d'usage du parc relativement importante. Quand on a fait cette expérimentation, la plus grosse difficulté qu'on a rencontrée au lancement du projet, c'était de convaincre les équipes métiers. Donc elles avaient donc des savoir-faire validés. Je crois que ce matin, on en a parlé plusieurs fois, mais tout à l'heure, notre collègue de Metz a bien dit les choses. Oui, mais ça fait 30 ans que je fais comme ça marche très bien. Et donc apporter, entre guillemets, un angle de vision différent, des objectifs, je dirais, de fonctionnement d'un métier assez, pour eux, révolutionnaire, ça a été une période de conviction qui a duré presque 2 ans. Je dirais, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et on a su, entre guillemets, les rassurer parce qu'on a fait une approche globale. Quand on a sourcé et rédigé notre marché, on a fait le parti pris de faire une approche globalisée en groupement solidaire, ce qui associait à la fois la partie paysagère avec la partie IT et, entre guillemets, être sûr du résultat et que chacun soit garant de la réussite du projet. Quand on est arrivé en fin de projet, donc le projet s'est concrétisé à partir de 2021 avec un bilan en 2023, donc il faut 2 saisons pour pouvoir bien mesurer, gérer les impacts. Le bilan est quand même assez formidable. On a fait 66% d'économie d'eau. Et dedans, on peut dissocier, il y a les économies sur les fuites, qui étaient de l'ordre de quasiment 40% sur ce parc-là, parce que c'est un parc qui est complexe, avec des casses, je dirais, de réseaux assez communes. Il faut savoir que c'est un parc qui a été créé avec les remblais du métro. Donc il y a eu une assise avec de l'enrochement et par-dessus on a mis de la terre. Donc c'est pas un parc tout à fait naturel, c'est un peu compliqué. Quand on a aussi quand on est arrivé à ce constat-là, ça nous a permis non seulement de valider tout le concept de valeur qu'on a exposé jusqu'avant, je dirais donc être agnostique sur la totalité du sujet. Donc ça nous a validé le concept pour, je dirais, envisager le passage à l'échelle, quoi. Et chose très importante, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur comment sont réalisés les parcs, il nous fallait un closier, un livre blanc, un cahier des charges, un cahier de préconisation réplicable. Donc savoir comment on constitue un regard, de quelle nature il est, quels équipements spécifiques il doit y avoir dedans, quelles sont les technologies qu'on veut voir au niveau des capteurs, les technologies radio qui sont compatibles avec nos protocoles, quelle typologie éventuellement de plateforme IoT. Et donc tout ceci est décrit dans un document qui nous permet, quand on s'adresse aux aménageurs, de dire voilà ce qu'on veut. Vous nous réalisez tel parc de cette façon-là, et comme ça, quand vous allez nous remettre en gestion, on pourra de suite le basculer en maintenance dans nos marchés, et il sera de facto compatible avec nos méthodes de travail. Et donc le passage à l'échelle a été décidé en fin 2023. Alors, là, je vous passe rapidement, on est sur comment s'est déroulée donc, cette phase d'expérimentation. Tout à l'heure, je vous parlais justement qu'il y avait un paysagiste. Donc le paysagiste s'occupait des études préalables, évidemment de l'exécution des travaux. Ensuite, la partie IT est arrivée dans un second temps avec la mise au point des outils de télégestion, avec le positionnement de l'ensemble des capteurs. Une grosse phase d'accompagnement, de transfert de compétences, de formation auprès des agents de la ville. Et ensuite, donc, le suivi de l'expérimentation qui a duré quasiment 2 ans et en finalité, donc, le document dont je vous ai parlé qui nous permet d'avoir justement ce cahier
cahier des charges type qui peut être transmis donc, à des tiers pour réaliser les futurs parcs. Je vais passer sur cette slide-là pour ne pas prendre trop de temps. C'est des choses que je pense que vous avez déjà vues par le passé, beaucoup connaissent. Hein. Vous avez, ça, c'est le circuit de comment transite la donnée et quel est son objectif. Donc, on met un capteur, une sonde tensiométrique à l'endroit où on veut mesurer le taux d'humidité. On a donc différentes technologies d'asperceurs selon la nature du végétal qu'on va arroser. Donc la sonde renvoie l'information donc à la plateforme donc, fait le contrôle de cohérence et ensuite, en fonction du calendrier de programmation d'arrosage, on déclenche ou on ne déclenche pas l'arrosage. Donc c'est corrélé bien évidemment avec la météo et on avait pour projet, je pense que c'est en cours, de corréler ça aussi à la fréquentation du parc, parce qu'on mesure la fréquentation du parc sur cette zone-là, ce qui permet donc de ne pas arroser quand il y a du public ou quand il y a une manifestation, un concert ou une activité sportive. Donc on essaie d'y mettre à chaque fois de plus en plus d'intelligence, justement pour affiner au plus près donc, cet arrosage dit intelligent. Voilà, donc les bénéfices observés, ils sont assez colossaux. C'est 60% donc d'économie d'eau, et c'est vraiment une réalité, hein, c'est 60%. 6 degrés de rafraîchissement sur ce parc-là qui est en bord de mer. Alors imaginez en centre-ville, quand on a des îlots de chaleur, je pense qu'on peut viser beaucoup mieux que ça. 40% de déplacements inutiles évités, ça a été mesuré. C'est-à-dire que le fait d'être quelque part en ubiquité avec sa tablette, son smartphone ou son ordinateur, pour ouvrir, fermer une vanne ou modifier la programmation de l'arrosage. Ben, tout ça, avant, ça se faisait pas complètement manuellement, mais ça nécessitait quand même un regard pour savoir si les équipements répondaient à la commande derrière, quoi. Donc avec des avancées quand même assez ambitieuses sur le pilotage et la maîtrise qu'on peut avoir à distance à travers ce type d'outils. Le passage à l'échelle. Alors, tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'on a quand même 700 hectares et on va partir à marche forcée. En 2024, on a déployé de mémoire, je crois, 100 ou 140 hectares. Donc, c'est des centaines d'électrovannes équipées. Et d'ici fin 2027, on a pour objectif d'atteindre quasiment 100% des espaces verts. Donc c'est quand même un enjeu très ambitieux, mais on s'est mis en posture de l'atteindre. Et derrière, les objectifs à atteindre, ils sont assez colossaux. Hein, 2 millions d'euros économisés par an, chez nous, c'est quand même c'est non négligeable dans cette époque de tension sur le coût des fluides, et pas que énergétique. C'est quand même très ambitieux. Alors ces chiffres-là, ils ne tombent pas au hasard. Hein. On a la chance d'être doté de data analystes spécialistes, je dirais, de l'élaboration de ce type d'indicateur. Et c'est vraiment la consolidation de l'ensemble des données qu'on a à l'échelle de notre ville. L'étape d'après, parce que je ne l'ai pas mis dans un slide, mais parce qu'il y a mon collègue qui n'est pas là, je crois qu'il est là. Voilà. On a une vision plus globale sur l'IoT. On a déjà traité le sujet de l'éclairage depuis plus d'une dizaine d'années, du stationnement, de la plupart, entre guillemets, des services que la ville délivre, voire la métropole délivre sur l'espace public, font l'objet d'une approche IoT. Et on a pour objectif à la ville de Marseille, entre guillemets, d'avoir une proposition à l'ensemble des métiers, avec une solution sur étagère pour le métier. Donc on travaille sur l'élaboration d'une stratégie globale de l'ensemble des IoT métiers. Donc ça peut être les musées, les piscines, les bibliothèques, la billettique, et j'en passe, et des meilleurs. Et derrière, de proposer justement une solution qui permet, selon la nature du besoin, d'avoir le bon capteur. Et nous, on s'occupe du transport de la donnée, de l'hébergement de la donnée, de la data analyse et de la restitution en data vise en fonction de l'indicateur souhaité par le métier. Je crois que j'en ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors je peux vous parler d'autres sujets si vous voulez.
pour les questions, aller droit au but, j'ai envie de dire. Oui, bonjour. Vous avez dit que vous aviez réussi à casser les silos verticaux des fournisseurs de capteurs qui existaient avant. Du coup, vous travaillez avec quelle plateforme aujourd'hui et quelle technologie sous-jacente? Et est-ce que vous avez réussi à mettre d'autres métiers que l'arrosage sur votre plateforme? Est-ce qu'il marche celui-là? Oui. Alors, sur l'arrosage, on a fait appel, donc à l'époque, l'entreprise s'appelait Green Citizen, maintenant c'est Simplicity. Donc peut-être que vous connaissez, qui est... pour le passage à l'échelle, on a utilisé, la plateforme d'achat Reza et son lot Sogetrel, qui embarque la solution Simplicity. Sur le choix de la plateforme définitive, l'étude est en cours. On pense finaliser notre démarche courant 2025 pour se mettre à disposition de la plateforme ad hoc qui nous conviendrait. C'est plus mon métier, comme vous l'avez compris, ça fait 4 ans que je ne l'opère plus. Mais voilà, je suis ça quand même de très très près auprès de mes collègues. L'objectif étant toujours de rester extrêmement agnostique. Notre collègue juste avant de l'ESTI a quand même expliqué les enjeux qui sont fondamentaux. Je dirais notamment quand on est dans une collectivité, tout le monde le sait. L'enjeu, c'est quand on arrive en phase de réversibilité de marché. Et quand on a un nouvel entrant qui a une solution qui est un petit peu différente, c'est que ça se passe sans couture, et plus la solution est interopérable au départ, moins le travail va être complexe au moment du changement d'opérateur.